bonsoir et bienvenue sur Histoire murmurée. Chaque soir, je vous ouvre les portes d'un univers de récits doux et apaisants pensés pour vous aider à relâcher la journée, à vous détendre et à trouver le sommeil. Si ces histoires vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, un commentaire et à les partager autour de vous. Alors, installez-vous confortablement, car l'histoire de ce soir commence maintenant. Tu ouvres les yeux dans une obscurité lourde, presque liquide. Tout ton corps est engourdi, comme s'il avait été arraché à un sommeil forcé. Une douleur lancinante pulse dans ta nuque, et ton souffle est court, haché par l'air humide et saturé de sel. Tu prends quelques secondes avant de comprendre que ce que tu entends autour de toi n'est pas un cauchemar. Le bois grince, le vent siffle, les vagues frappent sans relâche contre une coque. Tu es en mer. Quand tu essaies de bouger tes bras, tes poignets brûlent immédiatement. Une corde épaisse et rêche les enlace, serrée à s'enfoncer dans ta peau. Tu tires un peu, par réflexe, mais la douleur est trop vive. Tu comprends vite que chaque mouvement n'apporterait que davantage de sang et de chair arrachée. Tes chevilles, elles aussi, semblent retenues. Tes chaînes cliquettent faiblement contre le plancher trempé. Le roulis du navire t'oblige à basculer de côté. Ton visage s'écrase contre une planche froide et imbibée d'eau. Une odeur de goudron, de sueur et de chair humide t'assaille. Tu n'es pas seul. Quand tes yeux s'habituent à la pénombre, tu devines d'autres corps étendus, liés comme toi. Certains remuent à peine, d'autres respirent fort, haletants, prisonniers de la peur. Le bois craque au-dessus de vos têtes et les éclats de voix résonnent. Ils chantent, des voix graves, puissantes, rugueuses comme des pierres roulées par la mer. Tu n'en comprends pas un seul mot, mais la mélodie est brutale, martelée. Elle résonne comme un ordre, comme une promesse de guerre. Le cœur te cogne dans la poitrine. Tu réalises que tu es sur un drakkar viking. Et toi, tu n'es pas marin, tu n'es pas guerrier. Tu es prisonnier. Un bruit de pas lourd descend l'échelle étroite. La torche qu'un homme porte jette une lumière vacillante, faisant danser les ombres autour de vous. L'homme est large d'épaules, ses cheveux sont tressés et sa barbe nouée en plusieurs anneaux métalliques. Son regard est clair, bleu comme l'acier. Il s'approche de toi, s'accroupit et pose sa main rugueuse sur ton menton. Il t'oblige à lever la tête. Son souffle sent la viande séchée et la bière. Ses lèvres s'étirent dans un rictus où manquent quelques dents. Sa voix roule, profonde, et malgré son accent, tu comprends son mot. Esclave. Il crache ce mot comme une sentence, comme une vérité incontestable. Tes lèvres tremblent. Tu voudrais protester, dire que ce n'est pas ce que tu es, mais ta gorge est sèche, ta langue colle à ton palais, et aucun son ne sort. L'homme rit, un rire rauque, qui monte comme un tonnerre et emplit toute la cale. Ses yeux brillent d'une joie sombre. Puis il relâche ton menton et se redresse, frappant la poutre au-dessus de lui de son poing avant de remonter. Autour de toi, certains prisonniers gémissent. Un à ta gauche, un vieil homme au visage creusé, souffle péniblement. Il articule quelques mots dans ta langue, d'une voix presque brisée. Il nous emmène loin, très loin. Sa tête retombe contre le bois, et tu ignores s'il dort ou s'il perd déjà pied avec la réalité. Le navire tangue davantage. Tu sens chaque vague qui se brise contre la coque. L'air se fait plus froid. Tu devines que vous remontez vers le nord, vers des terres plus dures, plus sombres que celles que tu as connues. Ton estomac se serre. Puis, tout à coup, un cri retentit au-dessus. Des pas s'agitent, rapides, et les chants cessent brusquement.
La cale tremble quand les hommes bougent en masse sur le pont. Le vacarme des vagues s'amplifie et tu entends des ordres hurler, des chocs sourds, comme des boucliers qui claquent. Un autre prisonnier, à ta droite, chuchote précipitamment. Une attaque? Est-ce que d'autres navires nous suivent? Tu aimerais y croire, que quelqu'un peut-être vient pour vous sauver, mais aucun bruit de bataille n'arrive ensuite. Juste les ordres rauques, les coups de rame qui reprennent, et les chants plus violents encore. Tu comprends que ce n'était qu'une manœuvre, un ajustement, pas un sauvetage. Les heures s'étirent. Parfois, l'un des vikings descend avec un seau d'eau saumâtre. Il balance le contenu au milieu de la cale, et chacun tente de lécher le sol ou d'approcher ses lèvres de ses mains sales. Tu fais comme eux, sans fierté, avec seulement la nécessité de ne pas mourir avant d'arriver. La nuit tombe, ou peut-être est-ce déjà l'aube. Dans l'obscurité, le temps se dissout. Tes membres s'ankylosent. Ton esprit flotte. Parfois tu crois entendre des murmures, d'anciennes prières murmurées par certains prisonniers. D'autres pleurent sans bruit. Puis, soudain, un éclat de lumière perce à travers une ouverture. La cale s'illumine de gris. Un des guerriers ouvre la trappe, te saisit brutalement par les épaules et te tire vers l'extérieur. Tu roules sur les planches, tes genoux raclant le bois, tes poignets se tordant sous la corde. L'air libre t'éclate au visage. Froid, cinglant, chargé de sel, tu respires comme si tu n'avais jamais respiré. Et c'est alors que tu le vois. Au loin, à travers la brume du matin, se dressent des falaises noires, hautes comme des murailles. Des pins tordus s'accrochent à leurs crêtes, silhouettes maigres battues par le vent. Les mouettes tournoient, criant au-dessus des vagues. La terre. Un murmure traverse les prisonniers qu'on a hissés à tes côtés. Chacun voit ce rivage comme une promesse différente. Pour certains, la fin du voyage. Pour d'autres, le début d'un supplice. Le viking qui te tient rit à nouveau, levant son bras vers les falaises. Sa voix tonne, et même sans comprendre ses mots, tu sais ce qu'il annonce. Cette terre est désormais ton destin, et tu sens au creux de ton ventre que ce destin sera marqué par le fer et le sang. L'air te gifle encore lorsque tes yeux s'habituent à la lumière du jour. Le ciel est bas, gris, strié de nuages lourds qui semblent écraser l'horizon. Les vagues s'élèvent et se brisent contre la coque du drakkar, projetant des gerbes glacées qui brûlent ta peau déjà engourdie par le sel et le vent. Autour de toi, les prisonniers qu'on a tirés hors de la cale sont alignés, titubants. Certains à genoux, tous réduits à l'état de carcasses humaines ballottées par la mer. Les vikings, eux, se dressent droits, ancrés sur leurs jambes, comme si le roulis n'existait pas pour eux. Ils tiennent leurs rames, leurs boucliers, leurs armes, avec la même assurance tranquille que si la mer leur appartenait. Leurs voix reprennent, rauques et puissantes, scandant des chants qui vibrent dans ta cage thoracique. Tu ne comprends pas les mots, mais tu saisis l'intention. Chaque syllabe est une clameur de force, une insulte jetée aux vagues, une promesse de victoire. On t'ordonne, d'un coup de botte, de t'asseoir à même les planches contre la rambarde. Tes poignets liés t'empêchent de te protéger lorsque ton épaule cogne brutalement le bois. Le goût métallique du sang remonte dans ta bouche. Tu lèves les yeux. Là, sculptée comme une bête mythique, la proue du navire fend les flots. Un dragon au croc démesuré ouvre sa gueule vers l'horizon, son corps peint en rouge et or. Ses yeux semblent vivants, comme si l'esprit d'une créature ancienne hantait le bois. À quelques pas de toi, un guerrier t'observe.
Son visage est marqué par une cicatrice qui traverse son front jusque sous son œil gauche, rendant son regard encore plus cruel. Ses lèvres se retroussent en un sourire qui n'a rien d'humain. C'est lui qui t'a désigné plus tôt, qui a craché le mot « esclave ». Son rire te résonne encore dans les oreilles. Tu comprendras bientôt que cet homme, Harald Croque-de-Loup, n'oubliera jamais de te rappeler ce que tu es devenu. Le vent arrache un pan de brume et révèle le reste de l'escadre. D'autres dracars glissent sur l'eau, silhouettes allongées comme des serpents de bois et de voile. Chacun porte son dragon, ses guerriers, ses chants. Tu comprends alors l'ampleur de la force qui t'emmène. Ce n'est pas un simple navire, c'est une flotte. Et toi, perdu parmi les corps faibles et ligotés, tu n'es rien de plus qu'un fardeau jeté au cœur d'une marée humaine. Les heures s'étirent. Le soleil, caché par les nuages, n'est qu'une pâle lueur qui glisse sur la mer sans chaleur. Ton corps tremble, plus de froid que de peur peut-être. Mais la peur est là, rampante, impossible à ignorer. Tu te demandes, où t'emmène-t-il? Pour quel rôle, pour quelle utilité? Esclave, guerrier sacrifié, simple bétail? Les chants s'arrêtent un moment, et un silence étrange s'installe. Les seuls bruits sont ceux des rames et du clapotis de l'eau. C'est alors que tu entends des murmures derrière toi. Ce n'est pas l'esclavage qui nous attend, dit une voix tremblante, presque étranglée. Tu tournes la tête. C'est le vieil homme que tu avais entendu dans la cale, son regard usé, fixé sur l'horizon. Ses lèvres craquelées articulent des mots comme une prière. Pas esclave, pas pour travailler. Il cherche le son. Son murmure se perd dans un coup de rame qui claque. Tu voudrais le questionner, mais déjà 2 Vikings s'approchent, riant, et l'un d'eux le fait taire d'un revers brutal. Le vieil homme s'écroule, crachant une dent, et personne n'ose parler davantage. Un corps retentit soudain, grave et puissant, répercuté par les falaises lointaines. Les rameurs redoublent d'efforts, leurs muscles tendus comme des cordes, leurs veines gonflées par l'effort. Les chants reprennent, plus violents, plus rapides, et tu sens le navire accélérer, bondir sur les vagues. Le rivage se rapproche, noir et tranchant, hérissé de pins et de rochers. Ton ventre se serre. Tu comprends que ce n'est pas la fin de ton supplice, mais le début. Tu n'es pas destiné à ramer, ni à porter des pierres, ni même à vivre longtemps. Les regards des Vikings ne mentent pas, ils te jaugent. Le froid s'insinue plus profondément, mais c'est une autre vérité qui glace ton sang. Tu n'es pas prisonnier pour servir, tu es prisonnier pour mourir. Et tandis que le drakkar fende les flots vers cette terre inconnue, le dragon de bois à sa proue semble rire de ta terreur, comme s'il savait déjà quel destin t'attend. Tes jambes peinent à te porter quand on te jette hors du drakkar. Le sable glacé se colle à ta peau moite. Tes poignets liés tirent douloureusement quand on t'oblige à te relever d'un coup de botte. Le vent de la côte te transperce, portant avec lui l'odeur âcre de fumée et de sel. Derrière toi, les autres prisonniers s'échouent à leur tour, haletants, certains incapables de se redresser. Les rires des Vikings résonnent lourds et méprisants, tandis qu'ils rassemblent votre maigre troupeau. Devant toi, un sentier monte en serpentant entre des pins noirs. Les troncs sont tordus, griffés par les rafales, et le chemin de terre est marqué des pas innombrables de ceux qui sont passés avant vous. Le dragon de bois du drakkar vous regarde encore depuis la mer, gueule ouverte, avant que les flots ne l'engloutissent à nouveau. On vous pousse à coups de lance émoussée. Le froid, la faim, l'humidité, tout se mêle pour transformer la montée en supplice. Tu trébuches plus d'une fois, chaque chute accueillie par un rire ou un coup. Harald Croque-de-Loup ne te quitte pas des yeux. Sa cicatrice
sombre sous la lumière grise du ciel, se plisse chaque fois que tu faiblis. Son sourire n'a rien d'humain. Il se nourrit de ton épuisement. Après de longues minutes de marche, le sentier s'élargit et s'ouvre sur une clairière. Là, un village se dessine, austère, presque spectral. Les maisons de bois et de tourbe, basses et épaisses, semblent s'accrocher à la terre pour ne pas être emportées par le vent. Des volutes de fumée s'élèvent de quelques toits, charriant une odeur de graisse brûlée et de suie. Au loin, les cris de bétail se mêlent au martèlement d'un marteau de forgeron. Mais ce qui frappe le plus, c'est le silence des gens qui vous regardent passer. Hommes, femmes, enfants, tous sortent de leur maison, immobiles. Leurs yeux clairs se posent sur vous, étrangers, captifs, comme on observe des bêtes amenées au marché. Il n'y a ni pitié, ni colère dans leur regard, seulement une curiosité glaciale et parfois même un éclat de satisfaction muette. Tu remarques une silhouette plus grande au bord de la place, un vieillard, la barbe blanche tressée en 2 longues nattes, le front marqué de tatouages runiques. Ses yeux d'un gris presque translucide semblent sonder chaque prisonnier avec une lenteur calculée. Quand son regard croise le tien, ton estomac se noue. Tu ne comprends pas pourquoi, mais tu as l'impression qu'il lit en toi comme dans un livre ouvert. Ses lèvres bougent à peine. Peut-être un mot, peut-être une prière. Puis il s'écarte dans l'ombre d'une grange, disparaissant sans bruit. On vous amène jusqu'à l'enclos d'une ferme abandonnée, une palissade grossière de bois où des chênes pendent déjà, prêtes. Les guerriers vous y poussent comme du bétail, claquant leurs boucliers contre les planches pour vous faire avancer. L'un des prisonniers tente de résister, hurlant sa rage, et reçoit pour seule réponse le manche d'une hache en plein ventre. Il s'écroule, incapable de respirer, et 2 enfants rient en le montrant du doigt. Tu sens tes jambes céder sous toi quand on t'attache contre un poteau, les bras écartés, la corde mordant encore ta peau meurtrie. Le vent s'engouffre à travers les interstices de la palissade, portant les bruits de la vie du village, les marteaux, les voix, les chiens qui aboient. Tout continue normalement, comme si vos chaînes n'étaient qu'une routine parmi d'autres. La nuit tombe vite, le ciel, bas et lourd, se teinte de pourpre avant de se noircir. Le froid devient mordant et tes dents claquent malgré toi. À travers les planches, tu distingues parfois des silhouettes qui s'approchent pour vous observer. Des femmes, des vieillards, des enfants. Toujours ce même silence pesant, comme si vous n'étiez pas des hommes, mais déjà des ombres. Harald entre dans l'enclos, portant une torche qui illumine ses traits marqués. Sa voix roule comme un tonnerre. Dormez si vous pouvez, chien. Demain, Éric le Jartin décidera de ce qu'on fait de vos carcasses. Il éclate de rire, puis jette la torche dans la boue et s'en va. La lumière vacillante danse un moment avant de s'éteindre. L'obscurité avale tout. Tu crois entendre des murmures. Certains prisonniers prient, d'autres pleurent en silence. Tes yeux pourtant restent fixés sur l'endroit où le vieil homme tatoué t'a observé. Dans ton esprit, son regard reste suspendu, froid, inéluctable. Un bruit de pas feutrés s'approche dans l'ombre. Tu retiens ton souffle. Une silhouette fine, discrète, se détache à travers les planches. C'est une jeune femme, sa chevelure claire retenue sous un voile de laine. Ses yeux brillent un instant à la lueur de la lune. Et elle te fixe longuement avant de disparaître, comme une ombre parmi les ombres. Tu ne sais pas qui elle est, mais son regard te hante déjà. Et dans le silence de la nuit glaciale, tu comprends que ce village n'est pas un refuge, c'est une cage. Le matin s'éveille, sans douceur.
Un coup brutal de botte dans tes côtes te tire d'un sommeil haché par le froid et la corde. La brume glaciale du fjord s'infiltre entre les planches de l'enclos, collant ta peau de sueur et de terre. Tes poignets enflés brûlent encore sous les liens, et chaque inspiration te rappelle que tu n'es plus qu'un corps soumis à la volonté des autres. La porte grince, et les guerriers entrent comme on entre dans une étable. Leur voix éclate, ordonnant, grondant. Le bois des boucliers claque, les lances s'agitent pour vous faire lever. Harald Croque-de-Loup passe le premier. Son sourire fend son visage cicatrisé. Ses yeux brillent d'un éclat où se mêlent cruauté et impatience. Debout, chien. Aujourd'hui, vous apprendrez comment on vit sous les lois du fer. On vous détache à grands gestes, pas par pitié, mais pour vous pousser dehors titubant, les jambes engourdies. Les villageois se sont rassemblés autour de la place. Hommes et femmes observent. Certains avec curiosité, d'autres avec cette indifférence froide qui glace ton ventre. Les enfants, eux, rient en lançant des cailloux ou des morceaux de bois vers les captifs qui trébuchent. Un cercle est tracé dans la terre battue, délimité par des pieux grossiers plantés dans le sol. Les prisonniers sont poussés à l'intérieur comme du bétail. Harald se dresse devant vous, levant son bras, et sa voix tonne. Ici, vous êtes moins que des hommes. Vous êtes les prises de la mer, la propriété d'Éric, notre jarre. Vos vies ne vous appartiennent plus. Vos souffles, vos chairs, vos cris, tout cela lui revient. Les villageois hochent la tête, certains frappant leur poitrine en signe d'accord. Tu sens la corde invisible de leur loi se resserrer autour de ton cou. Un autre guerrier s'avance, une grande hache dans une main, un seau de métal dans l'autre. Il s'arrête devant un prisonnier qui a tenté de résister hier, celui qui a hurlé avant d'être écrasé par un coup de manche. Sans un mot, il lui renverse le seau sur la tête. L'eau glacée dégouline, arrachant un cri de surprise. Harald rit et s'adresse à vous tous. Premier enseignement, la douleur est notre maître, qui faiblit, qui résiste, nourrit les corbeaux. Il désigne d'un geste le prisonnier trempé. Aussitôt, deux jeunes guerriers le frappent, non pour le tuer, mais pour l'éprouver, leurs poings et leurs coudes martelant ses côtes. Le malheureux s'effondre, suffocant. On l'abandonne dans la boue. Qu'il se relève ou qu'il meure là, reprend Harald. Telle est la loi. Tes dents claquent malgré toi. Tu sais déjà que ton tour viendra. La journée s'étire en épreuve humiliante. On vous fait transporter des pierres d'une extrémité du village à l'autre, uniquement pour prouver votre endurance. Ceux qui tombent reçoivent coups et crachats. On vous force à ingurgiter un gruau froid, à genoux, sans les mains comme des chiens devant une auge. Les enfants crient, esclaves, en vous lançant des morceaux de pain dur. Tu vois Eirik le jarl apparaître au loin, entouré de ses hommes. Sa stature domine la foule. Ses yeux bleus, glacés et souverains, scrutent la scène sans un mot. On dirait un roi de pierre, impassible face à la souffrance qu'il contemple. Tu comprends qu'il n'a pas besoin de lever la main. Les lois se plient à sa volonté. Bjorn, le sculpteur de runes, se tient non loin, accroupi près du cercle. Il trace des symboles dans la terre humide, chuchotant des mots anciens. Parfois son regard se lève vers toi, comme s'il cherchait à graver ton destin dans ces signes obscurs. Au crépuscule, alors que vos corps brisés sont jetés à nouveau dans l'enclos, un tumulte éclate sur la place. Deux guerriers se disputent, d'abord par des mots rugueux, puis par les poings. Le cercle d'hommes se resserre, les cris fusent. Harald Croque-de-Loup s'y jette aussitôt, sa voix couvrant le vacarme. Assez. Mais les deux hommes continuent, et l'un d'eux brandit son épée,
la lame scintillant dans les reflets du feu. La tension devient électrique. Les villageois applaudissent, assoiffés de spectacle. Le nom d'Éric résonne plusieurs fois, mêlé aux insultes. Puis, dans un moment qui te glace le sang, tu entends ton propre nom, craché comme une menace au milieu des cris. Donne-lui le captif, rugit l'un des guerriers, qu'il prouve sa valeur avec ce chien. Tous les regards se tournent alors vers toi, cloué contre la palissade. Harald te fixe, son sourire redevenu carnassier, et ses doigts serrent la garde de sa hache. Tu comprends que ta survie n'est plus seulement une question de chaîne. Tu es devenu la monnaie de leur querelle, un enjeu dans leur rivalité. Et au milieu des flammes qui dansent sur les visages des Vikings, tu pressens que la nuit ne t'apportera aucun répit. Le tumulte enfle dans la nuit comme une mer en furie. Les cris des guerriers résonnent sur la place, mêlés aux aboiements des chiens et aux rires excités des villageois. Le feu des torches découpe des silhouettes brutales, des bras levés, des armes brandies. La dispute entre les deux hommes est devenue un ouragan, et ton nom, lancé au milieu du chaos, s'y accroche comme une flèche empoisonnée. Tu sens ton ventre se tordre. Tu n'es plus spectateur. Tu es jeté dans l'arène de leur colère. Harald Croque-de-Loup s'avance, sa haute stature découpée par les flammes. Son sourire carnassier déchire son visage, cicatrisé. Oui, gronde-t-il, la voix grondante. Donnons-lui le chien. Qu'il apprenne que même les captifs ont un rôle à jouer quand le sang doit couler. Un murmure d'approbation roule dans la foule. Les torches s'agitent et les regards se tournent vers toi. Certains te dévorent des yeux, avides de voir si tu hurleras, si tu supplieras. D'autres, plus froids, t'observent comme on jauge un animal mis à l'épreuve. Tes liens sont rompus d'un coup de hache. Tes bras retombent, lourds, engourdis par la corde qui les a meurtris. Avant même que tu ne puisses reprendre ton souffle, deux guerriers t'empoignent et te traînent jusqu'au centre du cercle. La boue colle à tes pieds nus, glaciale, visqueuse. Le sol est marqué de taches sombres, du sang ancien, déjà bu par la terre. Face à toi, l'un des guerriers qui se disputait halète, le visage rougi par la rage et les coups. Ses yeux luisent d'un éclat ivre. Sa main serre une épée courte, encore dégoulinante de sueur et de crasse. Son nom roule parmi la foule. Skard, un homme connu pour sa brutalité. Lâchez-lui le captif, rugit quelqu'un. Qu'il prouve qu'il est digne de s'asseoir aux côtés d'Éricre. Un rire déchire l'air. Harald croise les bras, sûr de son spectacle. Skard avance d'un pas. Sa voix rugueuse éclate. Toi, chien, tu seras mon offrande à la nuit. Si je te bats, nul ne pourra douter de ma force. Il lève son épée, la pointe scintillant à l'allure du feu. Ton cœur cogne contre ta poitrine. Tes mains tremblent. Tu n'as pas d'armes. Tu n'as que tes poings nus, ton souffle court et la peur qui brûle ton sang. Les rires s'élèvent, les cris claquent. On te pousse dans le cercle. Tu chancelles, tes jambes encore lourdes. Un instant, tu croises un regard différent au bord de la foule. Solveig, la fille du Jarl. Ses yeux clairs fixent la scène sans ciller. Elle ne rit pas. Elle ne crie pas. Ses lèvres sont serrées, comme si elle contenait une parole qui ne viendra pas. Skard charge. La lame siffle dans l'air. Tu recules maladroit, évitant de justesse le premier coup. La foule rugit. Un enfant crie ton nom,
comme on encourage une bête de foire. Tu trébuches, ton dos heurte la boue, la douleur explose dans tes côtes. Déjà Scarde s'avance, levant son arme pour l'abattre. Un instinct brutal t'arrache à la terre. Tu roules sur le côté, sa lame frappe le sol, arrachant une gerbe de terre. Tu tends ta main, ramasse une pierre glissante et la lance avec la force du désespoir. Le projectile heurte sa tempe. Scarde vacille, grogne, sa rage redouble. La foule explose de cris, frappant leurs boucliers, hurlant au sang. Harald rit à gorge déployée. « Montre-nous, chien, montre-nous tes crocs. » Scarde bondit à nouveau. Cette fois, tu n'évites pas. Tu plonges sous son bras, tes mains agrippent son poignet, cherchant à détourner la lame. La lutte est acharnée, ses muscles t'écrasent, son souffle empeste la bière et la haine. Tu sens la morsure de l'acier effleurer ta peau. Puis, un hurlement. Le fer tombe dans la boue. Vous roulez tous deux, frappant, mordant, arrachant. Tes doigts trouvent sa gorge, ton genou s'enfonce dans ses côtes. Il te repousse d'un coup brutal, te jetant à plat dos, les poumons vides. Un cercle de silence tombe. Même les enfants se taisent. Scarde se relève, le visage éclaboussé de sang. Le sien ou le tien, tu ne sais plus. Il halète, chancelle, mais son regard reste fixé sur toi. Alors une voix couvre tout. Grave, imposante, glaciale. Assez. Eric le jarl s'avance. Sa silhouette se détache du feu, plus sombre que la nuit. Ses yeux bleus transpercent la foule. Le silence est total. Même Harald baisse la tête, le sourire figé. Le jarl s'arrête à quelques pas de toi. Son regard glisse sur ton corps couvert de boue, tes mains tremblantes, puis sur Scarde encore debout. L'épée retombée. Le sang a coulé, dit-il d'une voix sourde. Le serment doit être scellé. Bjorn, le sculpteur de runes, s'approche, tenant dans ses mains une tablette de bois marquée de symboles. Sa barbe blanche luit sous les flammes. Il parle lentement, sa voix résonnant comme un chant ancien. L'étranger a survécu à l'épreuve. Ce n'est pas un esclave ordinaire. Son sang parle pour lui. Que les runes décident de son rôle. Un murmure secoue la foule. Certains protestent, d'autres acquiescent. Solveig, immobile, ne quitte pas tes yeux. Tu y lis une étrange lueur, ni pitié, ni joie, mais une attente silencieuse. Le jarl incline la tête. Alors, qu'il en soit ainsi. À l'aube, nous verrons si cet étranger est destiné au travail ou au sacrifice. Harald éclate d'un rire tonitruant. Scarde crache dans la boue, furieux mais vaincu. On te saisit, on te traîne à nouveau vers l'enclos. Le goût du sang emplit ta bouche, ton souffle est taché. Derrière toi, les chants reprennent, plus graves, comme une vague de guerre. Et dans le tumulte, une phrase de Bjorn résonne encore, plantée comme un clou dans ton esprit. Le sang et le serment ouvrent les portes du destin. Tu comprends alors que ton rôle n'est plus seulement celui d'un captif. Tu es devenu un pion dans un rituel plus ancien que toi. Et cette nuit, sous le regard du jarl et des runes, ton sang a commencé à écrire son histoire. L'aube s'éveille dans un silence glacé. Le village dort encore, mais les corbeaux, eux, veillent déjà. Leurs croassements s'accrochent au ciel comme des présages. Leurs ombres tournent au-dessus des toits de bois, attendant la chair que la journée leur promettra. Tu es tiré hors de l'enclos par deux guerriers, leurs mains rugueuses serrées sur tes bras comme des tenailles. Tes poignets te brûlent encore, meurtris par les cordes de la veille. Chaque pas est une lutte, tes jambes lourdes de fatigue,
ton corps marqué par la boue et le sang séché. Mais tu n'as pas le choix. On t'emmène et tu n'es qu'un fardeau entraîné vers ton sort. La place du village s'ouvre devant toi. Des torches sont encore plantées dans la terre battue, leurs flammes vacillantes résistant au vent. Une foule s'y rassemble peu à peu, hommes, femmes, enfants, tous ont le même regard. Froid, clair, immuable. Ils ne viennent pas te voir comme un homme, mais comme une offrande. Au centre de la place, un siège de bois sculpté se dresse, haut, imposant, incrusté de runes entaillées profondément dans son dossier. Sur ce trône rustique, Éric le Jarl est déjà assis. Sa silhouette massive semble absorber la lumière du matin. Sa barbe blonde, striée de fils gris, retombe sur sa poitrine comme une cascade de fer. Ses yeux bleus, plus froids que la mer, t'encerclent aussitôt. Tu as l'impression que ce regard ne juge pas tes gestes, mais ton existence entière. Harald Croque-de-Loup se tient à sa droite, campé sur ses jambes comme une bête enragée qu'on aurait attachée. Sa cicatrice tord son visage en un masque de mépris. Il ricane à chaque fois que ton pas trébuche. À gauche du Jarl, Bjorn le sculpteur de runes est agenouillé, traçant des symboles dans la terre avec une branche noire. Ses lèvres murmurent des paroles gutturales que tu ne comprends pas, mais chaque syllabe résonne comme une incantation. Solveig est là aussi, la fille du Jarl. Ses cheveux clairs tombent en une natte simple, ses yeux d'un gris transparent fixés sur toi sans détourner le regard. Elle ne sourit pas, elle ne pleure pas, elle observe. Tu sens que dans ce silence, elle enregistre chaque détail, chaque geste. Les guerriers te jettent brutalement à genoux devant le siège. Le sol est gelé, la boue dure comme la pierre. Ton souffle se coupe, ton dos ploie, mais une main brutale t'empoigne la nuque et t'oblige à relever la tête. La voix d'Éric s'élève, grave, lente, chaque mot frappant comme un marteau sur une enclume. Cet homme est un étranger. Son sang a coulé et il a survécu là où d'autres auraient péri. Est-il simple bétail ou est-il une offrande pour nos coutumes? Un murmure traverse la foule. Certains crachent, d'autres hochent la tête. Harald éclate d'un rire rauque. Une offrande, rugit-il. Un chien qui survit par hasard ne mérite pas de vivre sous ton toit, Jarl. Donne-le au corbeau. Fais-lui goûter au Blood Eagle. À ce mot, la foule se tend. Tu ne sais pas encore ce qu'il signifie, mais tu ressens la lourdeur qui l'accompagne. Même les enfants, soudain, se taisent. Le silence se dépose comme un suaire. Bjorn relève la tête. Ses yeux translucides se fixent sur toi, puis sur le Jarl. Sa voix, usée mais puissante, s'élève comme un chant ancien. Les runes parlent. Elles disent qu'il n'est pas venu ici par hasard, que son destin est lié au nôtre. Le sang a tracé un chemin, mais la fin de ce chemin doit être tranchée par nos rites. Éric incline la tête, pensif. Ses doigts martèlent l'accoudoir de son siège. Alors que les rites parlent pour lui, ce soir, à la tombée de la nuit, nous déciderons s'il est digne d'être asservi ou s'il doit être livré au couteau sacré. Un frisson parcourt la foule. Les visages se ferment, comme si chacun venait d'entendre une sentence gravée dans la pierre. Harald s'avance, ses bottes écrasant la terre. Il te désigne d'un doigt, la haine tordant sa voix. Jarl, ne gaspille pas de temps avec ce chien. L'aigle de sang est le seul sort qu'il mérite. Qu'on lui ouvre le dos, qu'on déploie ses côtes comme des ailes, et qu'il expire en offrande devant tous. Les mots frappent ton esprit comme des coups de masse. Tu comprends enfin le supplice du Blood Eagle.
Les murmures des prisonniers sur le drakkar prennent soudain tout leur sens. Ton ventre se retourne, ta gorge se serre. Mais Solveig avance d'un pas. Tous les regards se tournent vers elle. Sa voix est claire, posée, sans tremblement. Père, nos coutumes n'ont pas besoin de chair gaspillée. Si cet homme a survécu à l'épreuve, peut-être est-ce parce qu'il doit prouver davantage. N'est-ce pas la force qui forge la valeur d'un captif? Un silence pesant. Harald éclate d'un grognement de mépris. Une femme n'a pas à juger, crache-t-il. Que les hommes tranchent le sang. Mais Eric lève la main et le guerrier se tait aussitôt, mâchoire serrée. Le jarl pose un regard long sur sa fille, puis sur toi. Son expression reste impénétrable. Qu'il en soit ainsi. Ce soir, les runes parleront encore. Nous verrons si son souffle appartient à la terre ou au fer. Un corps retentit. Grave. Solennel. Les guerriers te relèvent brutalement et t'entraînent de nouveau vers l'enclos. La foule se disperse, mais les murmures restent, roulant comme des vagues sombres. Blood Eagle, sacrifice, offrande. Dans ton esprit, une seule image s'impose. Tes côtes ouvertes, tes poumons déployés comme des ailes, et le rire des corbeaux dans le ciel du crépuscule. Le jour s'effiloche, lentement, comme une torche qui se consume trop vite. Le ciel du nord se teinte de rouge sombre, puis s'éteint dans un gris pesant. Le village viking s'anime d'une fièvre contenue. Ce n'est pas une fête ordinaire qui se prépare. C'est un rite, un jugement que personne n'ose remettre en cause. Tu es tiré hors de l'enclos une nouvelle fois. Tes poignets portent encore les marques rouges et gonflées des cordes, mais les guerriers n'y prêtent pas attention. Ils te traînent comme une carcasse vers la place centrale. Déjà encerclés de torches fichées dans le sol, leurs flammes claquent au vent, projetant des ombres démesurées sur les visages graves des villageois. Les murmures flottent dans l'air, comme une rumeur vivante. Blood Eagle, le supplice des rois. La tradition aura son offrande. Chaque mot est un clou qui s'enfonce dans ton esprit. Tu ne comprends pas tout, mais tu devines l'essentiel. La légende est devenue réalité, et ton nom s'y rattache désormais. Au centre de la place, un autel de pierre brute a été dressé. Sa surface est encore maculée d'anciennes taches brunes que la pluie n'a jamais effacées. Autour, des boucliers sont plantés dans le sol, formant un cercle comme une enceinte sacrée. Les corbeaux tournent déjà au-dessus, croissant dans la lumière du crépuscule. Eric le jarl est présent, assis sur son siège sculpté. Silhouette immobile, hiératique. À ses côtés, Björn le sculpteur de runes trace des symboles dans la terre avec un os blanchi. Ses murmures gutturaux semblent se mêler au souffle du vent, comme si la communauté prêtait déjà l'oreille. Harald croque de loup, lui, ne tient pas en place. Sa main caresse sans cesse le manche de sa hache, et son sourire cruel éclaire son visage défiguré. On t'agenouille face à l'autel. La pierre est glaciale sous tes genoux. Les torches projettent leurs flammes sur ton dos courbé. Une main brutale te saisit les cheveux, t'oblige à relever la tête. Le jarl se lève enfin. Sa voix s'élève, grave, solennelle, portée par le silence religieux du village. Ce soir, nous appelons les anciens rites à témoigner. Cet étranger est tombé entre nos mains par le fer et la mer. Son sang a déjà coulé, mais son destin n'est pas encore scellé. Est-il digne de servir sous nos lois, ou doit-il être livré au couteau sacré, son corps exposé comme le veut la tradition? Un frisson parcourt l'assemblée. Les enfants se taisent,
Même les chiens s'apaisent. Le seul son est celui du feu qui crépite et des corbeaux qui crient au-dessus. Harald s'avance, la voix grondante, le bras tendu vers toi. Jarl, assez d'attente. Le sang de cet homme n'a aucune valeur. Offrons-le au couteau sacré. Que ses côtes s'écartent, que ses poumons battent comme des ailes. La foule jubilera et nos ennemis trembleront de savoir que nous pratiquons encore l'aigle de sang. Des cris d'approbation s'élèvent. Les guerriers frappent du pied, certains hurlent ton nom suivi d'insultes. Le cercle de torches semble se resserrer. Ton souffle est court, ton cœur cogne comme un tambour de guerre. Mais une autre voix s'élève, claire, coupant le tumulte. Solveig, la fille du Jarl. Père, dit-elle, si nos traditions veulent voir quelqu'un périr, qu'un signe nous le montre. Pourquoi précipiter le sang s'il peut encore prouver sa valeur? Un homme qui survit aux épreuves sans armes n'est pas qu'un esclave. Peut-être faut-il tester notre patience. Les murmures changent de ton. Certains hochent la tête, d'autres grondent. Harald ricane, secouant la tête. Les paroles d'une femme n'ont pas de poids dans le sang et le fer. Mais Eirik, impassible, lève la main. Le silence retombe aussitôt. Son regard passe lentement de Solveig à toi. Ses yeux bleus, durs comme la glace, semblent sonder ton âme. Qu'il en soit ainsi, dit-il enfin. Cette nuit, nous l'enfermerons. Demain à l'aube, les runes parleront encore. Si la tradition exige son sang, il connaîtra le Blood Eagle. Sinon, il vivra sous nos chaînes. Un corps retentit, grave et solennel. Le rite est suspendu, mais non annulé. Tu sens que ton sursis n'est qu'une corde tendue au-dessus d'un gouffre. Les guerriers t'arrachent à l'autel, te traînent dans la nuit glaciale. Tes genoux raclent la terre, ton souffle halète. On t'enferme dans une cabane basse, aux murs épais, dont la porte est verrouillée par une barre de fer. À travers une fente, tu aperçois les torches encore vives sur la place et les silhouettes qui s'agitent dans la nuit. L'obscurité t'enveloppe. Tu entends les pas des gardes, le vent qui gronde et le croassement incessant des corbeaux. Leurs cris résonnent comme une sentence. Demain, tes poumons pourraient battre hors de ta poitrine, aile sanglante offerte pour le riz. La peur serre ton ventre, mais une autre pensée s'impose, plus dangereuse encore. Et si l'aube n'était pas la fin, mais le commencement? La nuit tombe, et tu comprends que tu viens d'entrer dans l'ombre du Blood Eagle. La cabane où l'on t'a enfermé n'est pas grande. Les murs de bois sointent l'humidité, la terre battue colle à tes genoux, et la seule ouverture est une fente étroite par laquelle passe le souffle glacé de la nuit. Tes poignets, enflés par les cordes, pulsent encore d'une douleur sourde, et chaque respiration se heurte au poids invisible des heures qui s'écoulent. Dehors, les corbeaux continuent de tourner, silhouettes sombres dans le ciel assombri. Leurs cris rauques semblent marteler ton crâne comme s'ils répétaient sans cesse le mot du supplice. Blood Eagle. Tu t'assois contre la cloison, mais ton dos s'arc-boute aussitôt sur une planche saillante. L'inconfort devient insupportable. Tu fermes les yeux un instant et tu entends les bruits du village. Des pas lourds, des voix rauques, parfois un éclat de rire étouffé. Plus loin, le martèlement du marteau d'un forgeron qui travaille encore, comme si la nuit n'existait pas. Puis, un bruit différent. Un frottement discret. Tu retiens ton souffle. À travers la fente de la cabane, une ombre se glisse. Tu distingues une silhouette qui s'approche, souple, presque silencieuse. Une torche, plus loin, éclaire un visage fugitivement. Solveig, ses yeux brillent à travers l'obscurité. Elle ne parle pas tout de suite. Ses lèvres bougent à peine, mais son doigt posé contre sa bouche t'impose le silence. Elle jette un regard rapide autour d'elle,
puis glisse un objet à travers l'interstice de la cloison. Du métal froid heurte tes doigts. Une petite lame, grossière mais affûtée. Un couteau que l'on a sans doute subtilisé dans les cuisines. Pas un bruit, souffle-t-elle enfin, si bas que tu n'es même pas sûr d'avoir entendu sa voix. Cette nuit est ta seule chance. Puis elle disparaît, avalée par l'ombre, comme si elle n'avait jamais été là. Tu restes immobile un long moment, le cœur cognant comme un tambour. La lame pèse dans ta paume, tes doigts tremblent. C'est ta première arme depuis ton enlèvement. Et peut-être ta dernière. Les gardes ne sont pas loin. Tu entends leurs pas rythmés devant la porte, leur voix échangée à voix basse, parfois ponctuée d'un éclat de rire. Le temps s'étire, chaque seconde plus insupportable que la précédente. Enfin, tu te décides. Tu saisis la lame, tu la cales contre les cordes qui étreignent tes poignets. Le frottement est difficile, la corde trop serrée pour céder facilement. Tes chairs brûlent, ton souffle devient haletant, mais un fil se rompt, puis un autre. Tes poignets saignent, mais la corde finit par céder. La liberté a le goût du fer et du sang. Tu restes accroupi, muscles tendus. Tu tends l'oreille. Le vent hurle contre les planches, les corbeaux croassent encore, mais le pas des gardes s'est éloigné. C'est le moment. C'est le moment. Tu t'approches de la porte. Le verrou de fer bloque toujours la sortie. Tu essaies de l'écarter, mais le bois grince trop fort. Alors ton regard se pose sur la fente, plus large que tu ne l'avais cru. Tu forces, tes épaules hurlent, mais tu parviens à glisser ton corps maigri à travers l'ouverture. La terre humide te reçoit dans un souffle glacé. L'air est libre. La nuit, tu rampes dans la boue, tes genoux s'écorchant contre les cailloux. Les torches du village brûlent encore, mais tu choisis l'ombre. Le sentier entre les cabanes est désert. Les silhouettes des maisons se dressent comme des tombes de bois. Plus loin, les gardes rient entre eux, distraits par leur vin. Tu n'as pas beaucoup de temps. Tu t'élances pieds nus vers l'orée du village. Le froid mord tes chevilles. Chaque pas est une lame dans ta chair, mais tu continues. Le bois s'assombrit, la forêt approche. Un craquement. Trop tard. Une main brutale s'abat sur ton épaule, te jetant au sol. Tu heurtes la terre, le souffle coupé. Un rire éclate au-dessus de toi. Harald croque de loup. Sa silhouette se découpe dans la lueur des torches, massive, carnassière. Ses yeux brillent d'un éclat cruel, et ses lèvres retroussées découvrent ses dents jaunes. Le chien pensait fuir, gronde-t-il, sa voix rugueuse emplie de triomphe. Tu croyais pouvoir échapper à tes chaînes? Il te saisit par la gorge, te relève comme une poupée de chiffon. Sa force est monstrueuse. Tu luttes, griffes son bras, mais il rit. Plus tu résistes, plus le riz t'aura de goût, ajoute-t-il. Demain, ton dos s'ouvrira et tes poumons chanteront. Il te traîne dans la boue, ton corps heurtant chaque pierre, chaque racine. Tes forces s'épuisent, mais une pensée te hante. Solveig t'a donné une chance. Pas pour fuir peut-être, mais pour choisir. Alors que Harald t'entraîne de nouveau vers le centre du village, une idée glaciale t'envahit. Ce n'est pas l'évasion qui décide de ton destin. C'est ce que tu feras de cette nuit, de ce couteau caché sous ta tunique, et du rôle qu'ils veulent t'imposer. Le rire de Harald résonne, éclatant, comme un tonnerre. Les gardes accourent, et les torches s'embrasent à nouveau autour de toi. Le village entier semble se réveiller pour contempler ton humiliation. On te jette brutalement dans la boue au milieu de la place. Les voix grondent, les rires claquent. Le jarl n'est pas encore là, mais déjà ton nom circule dans les murmures, associé aux mots qui t'écrasent comme un étau,
Blood Eagle. La nuit, glaciale, s'épaissit autour de toi, et dans le tumulte, tu comprends que tu n'as pas perdu ta chance. Elle vient seulement de changer de forme. Tu n'es plus un fugitif. Tu es un joueur, forcé d'entrer dans la partie des hommes et des rites. Et à l'aube, cette partie demandera ton sang. La nuit s'est épaissie autour du village, lourde comme un manteau de pierre. Tu sens encore la poigne de Harald sur ta gorge. Ses rires rugueux résonnaient dans tes poumons meurtris. On t'a rejeté dans l'enclos, les cordes renouées plus serrées encore, comme si ta tentative d'évasion devait être gravée dans ta chair. La boue colle à ton dos, glacée, et le goût du sang persiste au coin de tes lèvres. Mais tes doigts, repliés contre ta tunique, effleurent encore le petit couteau que Solveig t'a donné. Elle savait, elle t'avait confié une arme, et peut-être un secret. Autour de toi, les autres prisonniers murmurent. Certains t'insultent, d'autres chuchotent des prières, comme si ta fuite avortée avait scellé aussi leur propre sort. Le mot revient, insistant, obsédant, roulant d'une bouche à l'autre. Blood Eagle. Blood Eagle. Tes paupières se ferment un instant, et dans le noir tu revois le visage de Harald, ses yeux avides de voir tes côtes ouvertes. Mais à travers cette vision, une autre image se superpose. Solveig, son doigt posé sur ses lèvres, et ce souffle ténu. Pas un bruit. Un pas feutré approche. L'ombre d'une silhouette se glisse contre la palissade. Tu retiens ton souffle. C'est elle, Solveig. Ses yeux brillent d'un éclat pâle dans la nuit. Tu es vivant, dit-elle à voix basse, soulagée. Harald aurait pu t'achever. Tu hoches la tête, incapable de parler, ta gorge serrée. Écoute-moi, poursuit-elle, pressante. Tu crois que tu es ici par hasard? Non. Tu as été pris parce que quelqu'un devait mourir demain. Pas toi, un autre. Ces mots s'infiltrent comme des lames dans ton esprit. Tu fronces les sourcils, cherchant à comprendre. Le prisonnier qui s'est enfui, souffle-t-elle. C'est pour lui qu'ils avaient préparé le rituel. Mais il s'est échappé avant d'être sacrifié. Alors ils t'ont pris à sa place. Tu n'es pas une offrande du destin. Tu es une dette que Harald veut régler. Un vide qu'il veut combler. Tu sens la terre s'ouvrir sous toi. Tout ce que tu as subi n'était qu'une substitution. Tu n'es pas marqué par quelque pouvoir immatériel, mais par la malchance et la cruauté des hommes. Pourquoi me dire cela? Demandes-tu d'une voix rauque. Solveig détourne un instant les yeux, comme si le poids de ses mots l'écrasait. Parce que je refuse que les runes tranchent à la place des hommes. Mon père croit aux signes et aux coutumes, mais je vois autre chose. Je vois Harald, ivre de haine, qui manipule les rites anciens pour nourrir sa cruauté. Elle s'approche davantage. Ses doigts effleurent le bois de la palissade, presque jusqu'à toucher ta main. Demain, ils te conduiront à l'autel. Bjorn lira les runes, mais Harald aura déjà préparé ton supplice. À moins que tu ne choisisses, tu inspires difficilement. Le couteau contre ta paume pulse comme un cœur supplémentaire. Choisir quoi? Solveig te fixe, ses yeux d'acier plantés dans les tiens. Le serment du corbeau. Le nom claque dans l'air glacé. Tu ne le comprends pas, mais son intensité te saisit. C'est un serment ancien, murmure-t-elle. Certains captifs, autrefois, ont prononcé ce serment avant l'aube et ont survécu. Non pas comme esclaves, non pas comme sacrifiés, mais comme parias sacrés, intouchables. Tu sens ton cœur battre plus fort, une faille dans la fatalité. Mais, ajoute-t-elle,
Ce serment n'est pas qu'un mot. Il exige un renoncement. Si tu jures au corbeau, tu ne seras plus jamais libre. Tu deviendras un signe, un présage vivant. Les gens t'épargneront peut-être, mais tu ne seras plus un homme comme avant. Le silence s'épaissit. Au-dessus de vous, les corbeaux crient, leurs ailes battant contre la lune. Est-ce un signe? Est-ce un piège? Solveig baisse la voix encore davantage. Si tu refuses, alors garde ton couteau. Demain, sur l'autel, tu pourras frapper. Pas le Jarl, pas Bjorn, mais Harald. C'est lui qui t'a marqué. Si tu verses son sang devant la foule, ton destin changera encore. Pas par la volonté des rites, mais par la tienne. Tes doigts se crispent sur la lame cachée. Le choix se dessine, cruel, brûlant. Un serment ou un meurtre. Solveig se redresse, ses traits redevenus impassibles. Déjà des voix s'élèvent au loin. Les pas des gardes se rapprochent. « Réfléchis, dit-elle dans un souffle. L'aube viendra vite, et avec elle, ton dernier souffle ou ton nouveau nom. Puis elle disparaît dans la nuit, avalée par les ombres. Tu restes seul, tremblant, les cordes mordant tes poignets, la lame froide contre ta peau. Dans ton esprit, deux chemins se déploient, celui du corbeau, celui du sang. Le vent hurle contre la palissade, et les corbeaux croassent plus fort, comme s'ils attendaient ta décision. Tu comprends alors que l'aube ne décidera pas seulement de ta mort ou de ta survie. Elle décidera de ce que tu deviendras. Et dans le silence oppressant de la nuit, tu fermes les yeux, écoutant ton cœur battre comme un tambour de guerre. Ton choix approche. L'aube s'élève comme une lame froide et inexorable. Le ciel gris pèse sur le village et les corbeaux noircissent déjà l'air de leur cercle. Leurs cris rauques tombent comme des présages, annonçant le festin à venir. On t'arrache à l'enclos. Tes poignets brûlent sous les cordes, tes jambes ploient. Mais tu avances. La foule s'est massée autour de l'autel de pierre, formant un cercle dense de visages figés. Leurs yeux clairs, leurs bouches fermées, tout respire latent. Le jarl Éric trône sur son siège sculpté, silhouette hiératique, les runes gravées derrière lui comme une muraille. À ses côtés, Bjorn, le sculpteur de runes, trace ses signes dans la terre. Harald Croque-de-Loup, lui, est debout, son rictus de loup dévoilant ses dents jaunes. Ses yeux brillent d'une joie malade. Il est certain que ton sang coulera. Et Solveig, immobile derrière eux, le regard fixe. Ses lèvres ne bougent pas, mais tu entends encore sa voix, la nuit dernière, le serment ou le sang. On t'agenouille face à l'autel. La pierre est glaciale sous tes genoux. Les chants rauques s'élèvent, martelés comme des coups de marteau, et la foule reprend en grondant. Blood Eagle, Blood Eagle. Le jarl lève une main, et le silence retombe, épais comme une chape de plomb. Étranger, aujourd'hui ton souffle sera jugé, par la lame, par les signes, ou par ta propre voix. Choisis. La foule attend. Harald ricane, s'approche, sa hache pendue à sa main. « Chien !» crache-t-il. « Regarde bien ton dernier soleil. Dans un instant, tes poumons battront comme des ailes. Ton cœur cogne. Tes doigts, crispés, sentent la petite lame cachée contre ta paume. » Solveig incline imperceptiblement la tête, comme pour te rappeler agir ou mourir. Alors tu bouges. D'un geste brusque, la corde craque, la lame jaillit, et dans un cri de rage, tu frappes. La lame s'enfonce dans la chair de Harald entre ses côtes.
Son rictus se fige, ses yeux s'écarquillent d'incrédulité. Un râle rauque s'échappe de sa gorge, et le sang jaillit en éclaboussant la pierre de l'autel. Un silence pétrifie la foule. Les chants meurent d'un seul coup. Harald chancelle, titube, ses mains griffant le vide, puis s'effondre lourdement dans la boue. Son sang s'étend, sombre, fumant dans l'air glacé. Les corbeaux éclatent en cris au-dessus de vos têtes, tournoyant comme pris de frénésie. Bjorn laisse tomber ses runes, son visage blême. Les cygnes ont choisi autrement, murmure-t-il. Mais ce n'est pas celui que nous attendions. Eric et le jarl se lève lentement. Sa stature domine le cercle. Son regard de glace se fixe sur toi, immobile, pesant. Tu t'attends au coup, au jugement, mais sa voix tombe comme une hache sur la foule. Le sang a parlé. Ce captif n'est plus prisonnier. Il est marqué par ce qui s'est passé. Quiconque lèvera la main contre lui défiera notre ordre. La foule recule, comme frappée de stupeur. Certains murmurent, d'autres détournent les yeux. Solveig te fixe encore, mais cette fois, dans son regard, brille autre chose, une lueur farouche, presque victorieuse. Tu es couvert du sang d'Harald, ton souffle haletant. Tes mains tremblent encore, mais le couteau est toujours là, rouge, vivant. L'aube se lève enfin sur les fjords. Le vent emporte les derniers chants. Les corbeaux descendent déjà sur le cadavre, arrachant des lambeaux de chair. Tu les regardes, fasciné. Tu comprends. Tu n'es plus victime, tu n'es plus offrande. Tu es devenu le présage, le signe que même les plans des hommes peuvent être bouleversés. Ton destin est scellé, non par un serment imposé, mais par le sang. Et désormais, chaque pas que tu feras résonnera comme une menace. Et voilà, notre voyage s'achève pour ce soir. J'espère que ce récit t'a bercé comme une couverture de mots et t'a offert un instant de douceur hors du temps. Si tu veux continuer à t'évader avec moi, n'oublie pas de t'abonner et de partager ces histoires avec ceux que tu aimes. Repose ton esprit, laisse tes rêves t'emmener encore plus loin. Bonne nuit et à très bientôt pour une nouvelle histoire.